J'ai le pub. Ah oui, c'est vrai. Vieux man, non. Vieux man. Donc troisième génération de l'industrie. J'ai fait un rêve récemment. Ah oui, ce moment-là, c'est le moment très important du film pour sa take. Hein. Le capitalisme avait inventé le terrorisme pour contraindre l'État à mieux le protéger. Très drôle, non? Oui, c'est très drôle. Et les personnages, ils se mettent à rire en mode « Ah ah ah, ça serait vraiment très bête que ça soit le cas ». Il est quand même le cas. C'est pour ça que j'ai envie de parler des années de plomb en Italie. Parce que même si nous la vivons dramatiquement, il ne faut jamais perdre de vue que la vie, toute cette vie, est une comédie. Mais c'est aussi un rêve dont on doit se réveiller. Bienvenue dans la fin du film, épisode 7, la troisième génération de Rainer Werner Fassbinder. Les films nous regardent pour que nous commencions à vivre. Oh, let's go, je suis hypé, let's go. Vieux man vendredi. Let's go. La troisième génération s'ouvre sur une image de l'église du Souvenir à Berlin. C'est une église construite à la fin du 19e siècle, conçue pour littéralement dominer la ville. Bombardée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces ruines ont été conservées et complétées par un nouveau bâtiment en mémoire des destructions causées par le Troisième Reich. Mais à mesure que Ok, je pouvais pas le savoir en voyant. le générique avance, nous comprenons que celle-ci est vue depuis un bureau. C'est vraiment une méta, genre c'est vraiment, mettez-vous dans l'optique pour comprendre ce qui se passe, que c'est vraiment un cinéaste qui est très 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 marqué par cette question de la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre, de la culpabilité, le poids des vieux fascistes qui se cachent et qui en même temps sont au repas de famille, qui disent des bêtises, les enfants qui cherchent, qui en même temps savent que le monde entier leur en veulent et en même temps, je sais pas, ils ont des rêves, et puis je sais pas, c'est les États-Unis parce que c'est un pays vaincu, donc il y a des prérogatives, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. C'est un pays, ça a été un pays sous tutelle qui s'est relevé plus vite que d'autres, mais... Qui est placée bien plus haut qu'elle. L'église du Souvenir ne domine plus Berlin. Ce qui domine, c'est le bureau d'un PDG d'une compagnie d'informatique. C'est une image qui doit être entendue d'un point de vue allégorique, mais c'est aussi une manière de faire entrer la fiction dans le film que nous nous apprêtons à voir. Le film se passe à Berlin-Ouest en hiver 78-79. P.J. Lurz, le PDG d'un groupe informatique spécialisé dans la surveillance, fait face à une crise importante dans les ventes de ses ordinateurs. Ouvre la cellule terroriste annoncée dans le titre du film, la troisième génération. Il y a Rudolf, qui travaille dans un magasin de disques et a recueilli chez lui Ilse, une héroïnomane perdue. Oui, alors, en gros, il se sert d'elle pour être dans une planque parce que si la police s'intéresse à eux... Alors là, on parle du début de la cellule terroriste. Donc là, ce premier gars, il est dans la cellule terroriste. Et en fait, il loge chez cette meuf, et vu que c'est une héroïnomane, il se dit que de toute façon, les flics, quand ils vont voir des gens rentrer chez elle, bah, c'est pour se piquer, quoi. Ils vont pas aller fouiller, ils savent très bien que c'est une crack house, quoi. Donc ils jouent là-dessus pour se protéger. Il y a Edgar, le fils d'un commissaire de police cynique, Gerhardt. Voilà, et ça, c'est un autre personnage de la bande. Il y a Suzanne. Elle, c'est la meuf du patron, enfin la secrétaire. Pardon. La femme d'Edgar, qui est également la secrétaire de Lurz, et couche avec Gerhardt, le père de son mari. Bon, il y a beaucoup de personnages, au pire on s'en branle, hein. Si on comprend pas les relations, on s'en fout. Hein. C'est juste, voilà, c'est une bande de terroristes. Il y a Petra, une femme au foyer en guerre contre son mari banquier. Il y a... Oui, les femmes se font abuser sexuellement très souvent. Hilde, une professeure d'histoire. Ils seront rejoints par Paul, un tireur d'élite, et par Franz, le fiancé d'Ilse, un ancien militaire désormais sans emploi. Cependant, il rejette avec mépris l'ami de Franz, Bernhard, qui se trouve être le seul parmi les personnages du film à étudier sérieusement la pensée anarchiste. Oui. Leur leader... En gros, il y a ce personnage qui lit des bouquins et il se fout de sa gueule parce qu'il lit des bouquins, alors qu'en fait on comprend pas du tout pourquoi c'est des terroristes, juste c'est des terroristes. Le leader est un mystérieux. Alors, ils ont pas de pensée, et c'est le seul personnage qui a une pensée et le personnage qui se fait moquer par les autres. Auguste, qui leur confie des missions qu'ils exécutent. Voilà, lui c'est un peu le cerveau, c'est le mec qui vient les voir en mode vous avez une tâche à faire, il faut poser une bombe à tel endroit. Voilà, c'est ça. Après, ils ont tous des têtes d'Allemands, quoi, pour la plupart, quoi. C'est les Allemands, quoi, je rappelle, hein, c'est l'Allemagne. Hein. Auguste, qui joue en réalité double jeu et a des rendez-vous fréquents avec Lurz. Oui, donc Auguste, voilà, le mec avec ses lunettes, l'Allemand, tête d'Allemand, celui qui est le plus allemand mental. En fait, il se travestit pour pouvoir aller parler au patron. Ils financent secrètement leur groupe. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le mec qui leur donne des missions de terroristes,
bah finalement c'est le mec qui est en lien avec le patron, donc en fait le patron est au courant des missions que ce mec-là donne à des terroristes, donc en fait le patron se sert des terroristes, mais la question c'est pourquoi? Bombarde de mission. Il vole des papiers encore vierges à l'état civil, puis August envoie la cellule braquer une banque. Il prévient la police que Franz est allé au cimetière visiter la tombe de sa bien-aimée, et celle-ci le descend. Voilà, donc à la fin ils se font tous un peu descendre un à un. Petra part seule à la mairie de Schönberg pour y poser une bombe, mais la police, encore une fois informée par August, Elle aussi, bababam, bababam. la descend avant qu'elle n'ait le temps de commettre son attentat. Elle meurt. Enfin, les 4 derniers membres encore vivants, Edgar, Hilde, Rudolf et Suzanne, décident par eux-mêmes, sans avoir même besoin qu'Auguste ne leur suggère, de kidnapper PJ Lurtz. Ah oui, ils sont habillés comme ça parce que c'est Mardi Gras. Hein. Pour exiger en échange la libération de tous les prisonniers c'est une fiction, oui. politiques du pays. C'est la bonne idée de Suzanne et d'Edgar, totalement inconscient que l'industriel n'attendait que ça depuis le début. Et voilà, lui, il était au courant en fait qu'il allait se faire arrêter, donc. L'industriel peut enfin enregistrer sa vidéo de rançon au milieu des terroristes qui refont maladroitement la prise dans des déguisements de clowns. Oui, voilà, c'est Mardi Gras, mais en fait c'est pour souligner le ridicule, parce qu'à la fin c'est quoi l'histoire? C'est le patron qui savait depuis le début qu'il allait se faire kidnapper et qui pense ça en mode stratégie, parce que ce qui l'intéresse, je sais pas, c'est de faire du business. Là-dessus c'est peut-être là où j'ai pas bien compris, mais il y a une métapolitique en fait. La métapolitique, c'est le capitalisme qui se sert du terrorisme pour justifier sa place en fait. C'est de ça dont on parle. Et donc en fait, lui il est très heureux. Lui il est en mode bah tout se passe bien et les terroristes sont en clown, en personnage de carnaval, parce que bah on souligne le ridicule depuis le début. Ils se font manipuler. Il y en a certains, ils se font tuer. Enfin, c'est de la chair fraîche quoi. C'est une vision du terrorisme comme étant un allié utile, un antagoniste, mais un antagoniste manipulable et un amas de chair fraîche. Il y en a certains, ils se font sauter, d'autres ils crèvent, mais le tout est tout à fait assimilable pour les capitalistes qui peuvent s'en servir et manipuler. Le moment festif du terrorisme est fini. Désormais, la répression et la surveillance policière, assistée par l'informatique, vont pouvoir vraiment commencer. Fin du film. Né le 31 mai 1945 en Bavière, mort le 10 juin 1982 à Munich à l'âge de 37 ans, Rainer Werner Fassbinder a réalisé 41 films en 13 ans, entre 1969 c'est énormément de films, hein. Parfois plusieurs par an. Et 1982, parmi lesquels des téléfilms en plusieurs parties, voire carrément 2 feuilletons de respectivement 5 et 14 épisodes. Si on ajoute 2 courts-métrages réalisés en 1966, l'ensemble de son œuvre filmée représente près de 93 heures de cinéma. Ce qui en fait, sinon un des artistes les plus prolifiques de toute l'histoire du cinéma, un des plus rapides. À cette époque, Fassbinder intègre une troupe de théâtre, l'Action Theater, dont il reprend assez vite la direction sous le nom d'Antithéâtre. En 1968, il met en scène une réinvention du bureau d'Alfred Jarry, Orgie Ubu, avec une fête de famille qui dégénère en partouze, mais une partouze très coincée et très étrange. C'était un peu dégoûtant, dira Fassbinder, parce que le sujet était dégoûtant, mais c'était aussi très drôle, parce que le sujet était drôle. Super. J'aime bien sa défense. Les membres de l'Antithéâtre vont devenir les acteurs d'une grande partie de ses films, et certains sont en outre des membres de son équipe technique et de son staff de production. Cette période est courte mais abondante. 14 films, dont 10 ont été tournés en une seule année. Plusieurs films rejouent le côté faux film noir des premiers Godard. Ils sont remplis de citations littéraires et de dédicaces. Son premier film, L'amour est plus froid que la mort, est dédié à plusieurs cinéastes, dont Claude Chabrol. Chabrol est une des grandes admirations du jeune Fassbinder, qui dévore littéralement tous ses films. Rainer Werner Fassbinder est obsédé par la façon dont les hommes sont façonnés par la société et poussés à se faire mutuellement du mal, même ceux qui croient travailler pour le bien commun ou l'intérêt général. Voilà. L'état mental d'un Allemand, d'un jeune Allemand qui a connu ses parents et ses grands-parents qui ont vécu le Reich. Hein. C'est Deux lignes générationnel. Hein. Doivent être suivies pour traverser le labyrinthe de malheur de ces films. Ce sont les serpenteaux de l'or et du plaisir, comme dirait Balzac. 2 forces dirigent les hommes, les rapports de classe et les pulsions sexuelles. Ne pas les prendre en compte dans la totalité de leurs actes, en particulier la façon dont fonctionnent les mécanismes de pseudo-émancipation qui finissent par renforcer l'oppression, c'est se condamner à ne pas comprendre les hommes. Et ne pas comprendre les hommes, pour Fassbinder, c'est ne pas les aimer. Cette puissance politique du mélodrame bien, ça. Sera très bien comprise par l'un des 2 plus grands continuateurs contemporains de Fassbinder, fait que le film ait une fin fataliste, dit alors Fassbinder, fait naître dans l'esprit du public le besoin de rechercher une idée utopique. Donc plus un film est fataliste, plus il est plein d'espoir. Si un film a une fin terrible, une conclusion avec laquelle on ne peut pas vivre, il faut s'évertuer à en trouver une autre.
Même s'il n'y a pas d'autre alternative, ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir les structures existantes, parce qu'on ne peut pas créer du jour au lendemain une société anarchiste. C'est ça mon idéal politique. Surtout en ce moment où l'Occident confond anarchie et terrorisme, il n'y a aucun point commun entre les deux. C'est durant cette dernière période que Fassbinder réalise La Troisième Génération, sortie au cinéma en on y vient. mai 1979, moins de 3 ans avant la mort du cinéaste. L'histoire traverse Ah ouais, il est mort 3 ans après, ouais. le film, en particulier par les radios Il est mort de quoi? Ça m'intéresse. et télévisions qui diffusent des documentaires et des débats, dont un plateau télévisé où apparaissent Danny Cohn-Bendit et Rudi Dutschke, Oui, il y a Cohn-Bendit qui apparaît. C'était l'époque. un activiste qui avait été victime d'une tentative d'assassinat en 1968 par un manœuvre d'extrême droite. Mais aussi, lors d'un cours d'histoire donné par Hilde, l'évocation de la révolution de 1848 en France et ses conséquences en Allemagne. La création de l'Assemblée nationale à Francfort, une assemblée qui fut notoirement inefficace, celle-ci étant majoritairement monarchiste. Les étudiants de la classe d'Hilde expliquent alors pourquoi les révolutions ont échoué. La bourgeoisie préserve toujours ses intérêts de classe, quitte à mettre en péril la démocratie pour ça, ce qui autrefois a mené au Troisième Reich. Chose en interview. Le national-socialisme n'était pas un triste hasard, mais la conséquence logique des valeurs de la bourgeoisie allemande. Ces valeurs sont restées les mêmes aujourd'hui. Pour Et oui, un compromis au final. comprendre la Un troisième compromis entre le bloc communiste et l'allégeance aux États-Unis, aux injonctions de. Enfin, je veux dire, les États-Unis, c'était pas des rigolos après-guerre. Hein. Je pense qu'il faut bien vous rendre compte. Hein. Je veux dire, les États-Unis, quand ça commençait à avoir des communistes qui montaient au pouvoir, les États-Unis, ils disaient pas oh là là, putain, la démocratie, on devrait les laisser parler. Non, les États-Unis, ils envoyaient des messages en disant on va envoyer des hommes armés, vous dézinguer votre gouvernement si vous niquez pas les communistes. Les États-Unis, ils étaient prêts à faire des attentats eux aussi si dans un pays ils sentaient que ça devenait coco. Bien évidemment, hein, je veux dire, c'est bon, le NAPA. Le 5 septembre 1977, Hans-Martin Schleyer, président du patronat allemand et ancien haut dignitaire SS, responsable de la fourniture des travailleurs forcés pour le Reich. Ah, et puis en plus, oh là là, l'Allemagne, ça a l'air d'être un leurre, hein, parce que ceux qui se sont reconvertis au capitalisme sauce américaine, qui ont été des bons clients pour développer tout ça, il y en avait plein, c'était des anciens du Reich. Hein. Alors pas forcément les plus coupables, mais ils étaient bien installés. Hein. C'était des gens qui avaient des positions. C'est pour ça qu'on a compté sur eux pour faire la transition. Et, rappel, c'est qui déjà le sociologue là dans une vidéo d'Usul qui parlait du rapport entre nazisme et capitalisme managérial et tout ça? On y est, hein, on est là-dedans, on est dans ça. Hein. Est enlevé par le commando et Solheim, créeront la fraction armée rouge en 1969. Fassbinder a donc connu Bader. Et si ce dernier n'est certainement pas son ami, il se sent directement concerné par les événements que traverse alors l'Allemagne. Un mois plus tard, le 13 octobre, un avion de la Lufthansa est détourné à Majorque par un commandant palestinien qui le fait atterrir à Mogadiscio, en Somalie. Le chef du commando, capitaine Mahmoud, exige également la libération d'Andreas Bader. Bonsoir. La situation créée par le détournement d'avions de la Lufthansa est ressentie avec une telle gravité à travers le monde que, je viens de l'apprendre à l'instant et pour la première fois, le pape Paul VI a offert sa vie pour le salut des otages du Boeing. Le court-métrage de Il a offert sa vie, mais comment ça se passe? Genre il dit juste j'offre ma vie, ou alors je sais pas, il s'enfonce un couteau dans le cœur et il saigne pour faire... Lorsqu'on le voit parler avec sa mère, tous les deux éméchés et énervés. Lilo exprime sa crainte de trop de discussions publiques sur le sujet. Elle aimerait que des intellectuels responsables s'expriment, parce que la masse ne comprend pas encore la démocratie. Mais Fassbinder lui reproche de ne pas encourager la discussion critique, seule garante pour lui d'une bonne santé démocratique. Lilo défend l'idée de la démocratie représentative. En fait, c'est ça. C'est comment la qualification de terrorisme permet de s'attaquer aux terroristes, ou en tout cas à ceux qui peuvent être suspectés d'être effectivement très violents, et surtout à ses marges. C'est ça, en fait, qui fait bader. Le terroriste, c'est une invention, c'est une qualification, c'est un mot. Enfin, je veux dire, on peut utiliser plein de mots pour dire, je sais pas, on aurait pu dire les trublions. Non, on a choisi le mot terroriste. Il y a aussi c'est une pièce de théâtre, en fait. On choisit d'attribuer le rôle à quelqu'un. Quelqu'un qui, en l'occurrence, peut tout à fait prendre ce rôle. Ça peut être Daesh à un moment. Actuellement, ça peut être Sainte-Soline. Mais en fait, ce que ça permet, et c'est ça qui est dangereux, c'est que quand tu te mets à attaquer, je sais pas, quand Darmanin dit terrorisme intellectuel de la gauche pour les militants les plus radicaux de Sainte-Soline, derrière, ça permet quoi? Ça permet de s'attaquer à tous ceux qui ont fait partie de ce collectif. Ça permet de s'attaquer potentiellement à leurs proches, de faire des fouilles.
d'aller plus loin, de se servir de ce réseau-là pour potentiellement justifier des perquisitions chez des gens qui, à la base, n'ont pas grand-chose à voir dans ces actes, mais qui sont identifiés comme faisant... En fait, ça met en branle toute une machine qui permet de justifier, par l'exercice de cette proclamation du terroriste, le fait de venir se mêler de toutes les petites affaires des opposants politiques. Le fait de pouvoir les terroriser en retour dans leur quotidien. Que ça soit par les moyens policiers, la justice, enfin voilà, c'est comme ça. La communication est la première étape d'un déploiement de surveillance. Traum. Da hat das Kapital den Terrorismus erfunden, den Staat zu zwingen, es besser zu schützen. Ist sehr komisch, nicht? Limite, c'est la scène la plus importante du film. Tous les personnages de la troisième génération sont dans des états contradictoires où leurs convictions et leurs pulsions entrent en conflit. Aucun n'arrive à poser un diagnostic juste sur son état. Et tous passent à côté des êtres vraiment purs qui les entourent. Le chômeur désespéré, l'anarchiste idéaliste, Danke, Franz. et la jeune héroïnomane. Pour ces trois personnages, l'empathie de Fassbinder semble totale. Et le traitement mélancolique de Friends et d'Ilse, Oui, c'est les personnages les plus touchants. Les autres, c'est Friends, quoi. ou plein de sympathie C'est la comédie. de Bernard, coexiste avec le ton de farce macabre du reste du film, créant ainsi une grande étrangeté émotionnelle pour le Ils ont quand même des mobiles, il faudrait voir si le film passe à côté ou non. Mais non, justement. En fait, ce qui est intéressant, c'est, je rappelle, il y a un des personnages qui lit un bouquin anarchiste, et c'est le seul personnage qui se fait bully par le groupe. C'est-à-dire que le mec, il a un bouquin, il lit, et à un moment, ils lui prennent son bouquin, ils se le lancent entre eux, et ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils sont en mode, haha, il lit un bouquin. En fait, ils ont une espèce de mépris, ne serait-ce que de s'intéresser un peu à des raisons. S'intéresser un peu à des raisons de leurs propres actes. En fait, dans le film, on ne sait pas pourquoi ils font ça. Juste, ils veulent poser des bombes. Voilà, c'est vraiment ça. Ils ont pas de... Mais par contre, ça fait écho, justement, au terrorisme de l'époque extrême gauche, machin. En l'occurrence, c'est pas vraiment l'extrême droite. Là, c'est plutôt oui, voilà, comme je disais, les black bourgeois, un peu. Black bourgeois de notre époque. précédent de Fassbinder, dont le désespoir pousse à embrasser la folie ou la mort. Herman dans Despair, qui y trouve la seule grandeur que la vie peut encore lui offrir, et surtout Elvira, l'héroïne transsexuelle bouleversante de l'année des 13 lunes, amoureuse d'un homme qui la rejette et qui ne voit d'autre issue au labyrinthe dans laquelle elle erre que le suicide. Dans l'année des 13 lunes, Dis non. l'irréalité du monde semble totale. Super, hein. J'ai raison de doumer encore plus, moi. Fassbinder, dont l'obsession pour le récit du monde sur le fil s'est déployée dans le cinéma de sa troisième période au point de contaminer la totalité de sa représentation du monde, l'écrit dans le synopsis du film. Le monde dans lequel précisément Elvira se trouve n'est que la maquette d'un monde supérieur où on teste des réactions au moyen d'êtres vivants apparemment véritables. Cette vision, à la fois cybernétique et mystique, est également présente dans la troisième génération. Ce qui explique sans doute à la fois le rôle de PDG d'informatique d'Eddie Constantine, son amour de Solaris et la saturation permanente de la bande-son. Comme si ce que le film avait à dire, c'est que ce monde était de toute façon en cours de déréalisation. Il faut, à un moment ou à un autre, que les films cessent d'être des films, disait Fassbinder, pour commencer à devenir vivants. De telle sorte qu'on se demande, qu'est-ce que ça donne exactement dans mon cas, dans ma vie ? Intéressant, parce que c'est exactement ce que j'ai fait tout le long de Surreact, quoi. Les mauvais films nous confortent dans nos croyances. Ceux de Fassbinder nous remettent en question, encore et encore. Ils ne nous laissent pas en paix. C'est un cinéma qui nous regarde. Nous croyons à beaucoup de choses qui nous empêchent de vivre, mais plus encore, nous croyons que nous y croyons. Nous avons été habitués à y croire. Et par habitude, par confort, nous restons accrochés à nos croyances. Il est impossible de regarder un film de Fassbinder, de ne pas se mettre spontanément à réfléchir. Sur nous-mêmes, sur les autres, sur tout ce qui nous conditionne. Tous les films de Fassbinder visent une chose, libérer le spectateur du film qu'il voit, et en le libérant du film, le libérer. On regarde des films pour cesser de croire à des choses qui nous font souffrir et mourir. Les films nous regardent pour qu'on commence à vivre. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film. Eh ben, il était bien, mais qu'est-ce qu'il était dur.